Bonjour tout le monde. Alors, c'est une sacrée colle que de me demander de parler doucement parce que je voulais au contraire parler le plus vite possible dans l'espoir de respecter les 20 minutes qui me sont imparties. Et donc, je vais essayer de parler comme il est possible pour que les personnes qui traduisent essayent de me suivre. Dans un premier temps, déjà, remercier les organisatrices pour cet événement et pour l'invitation, et surtout pour l'idée de créer au sein de la francophonie un observatoire qui traite des questions des inégalités structurelles, en l'occurrence, des questions qui touchent et qui impactent une bonne partie de la communauté monde, donc les femmes. Dans un premier temps, je voudrais aussi, surtout de façon spéciale, remercier Véronique Bourget, que j'ai eu l'occasion, à travers des courriels interposés, qui a consacré du temps pour continuer de travailler, puisqu'elle a été l'interface de l'OFDIG à travers les courriels, et remercier surtout Linda Cardinal, qui est en fait, on va dire, la marraine qui justifie ma présence ici, dans un cadre académique, en mai dernier, dans une autre université ici à Montréal. Nous avons eu l'occasion de coïncider, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé d'un organisme récemment créé au sein de la francophonie, qui était donc l'OFDIG. Je pense qu'elle a été à l'origine finalement de la traduction par la pratique du sens même de ce qu'on appelle le réseau à travers l'OFDIG. Donc merci encore de me permettre d'être ici parce que c'est une très bonne opportunité qui permet de continuer de nourrir une réflexion. Alors dans un premier temps, je vais vous raconter une anecdote qui est justement à l'origine même de ma communication. Cette année, j'ai bénéficié d'une, on va dire, d'une résidence d'écriture décoloniale à Accra, au Ghana. La résidence mixte, cela veut dire les hommes et les femmes sont impliqués, est organisée par l'OATAD, c'est possible de mettre la deuxième diapo, s'il vous plaît, est organisée par l'OATAD, vous excuserez mon anglais très bancal, l'OATAD Writing Residency. Donc l'OATAD est l'abréviation de Library of Africa and the African Diaspora. Est-ce que je pourrais avoir... du coup, pour pouvoir passer au fur et à mesure, la diapo. Ah, c'est diapo 2, d'accord, ok. Alors, c'est la diapo 2, il n'y en a que 6 en fait, donc on n'aura pas trop de grosses difficultés. Et bon, donc je fais ça au fur et à mesure, c'est ça? Ok, parfait. Donc cette année, je disais que j'ai bénéficié d'une résidence d'écriture décoloniale à Accra, au Ghana. La résidence mixte est organisée par l'OATAD Writing Residency. Donc l'OATAD, c'est l'abréviation que vous voyez à l'écran. Library of Africa and the African Diaspora. Il s'agit d'une initiative littéraire sur fonds privés d'une dénommée Sylvia Arthur. Sylvia Arthur est une British d'origine ghanéenne qui va, par passion pour la littérature et l'écriture et la lecture, durant ses années de résidence en Europe, Angleterre, Espagne, France, etc., accumuler une grande collection de livres d'écrivains noirs et afrodescendants, abordant des questions politiques qui l'intéressent dans une perspective décoloniale. Puis un jour, je pense, en voyant le besoin au Ghana, elle décide d'expédier les livres à Accra pour en faire une bibliothèque décoloniale. La promotrice part du principe selon lequel, je cite, « la question de l'accès à la littérature et à travers la littérature au courant de dissidence est une question importante dans la résistance au colonialisme et à la répression postcoloniale. Lire et se lire est ici pour la promotrice une question clairement politique. De fil en aiguille, Sylvia Arthur va aboutir à une résidence d'écriture au sein du bâtiment qui abrite la bibliothèque, une villa à la périphérie d'Accra. Afin de mieux s'implanter en termes de visibilité, elle va aussi nouer des partenariats avec des institutions de la place et à l'étranger pour des appuis financiers, techniques et logistiques. De nos jours, la résidence est appuyée par plusieurs bailleurs de fonds et diverses institutions. Alors, chaque année, depuis un moment, de nombreuses candidatures postulent et après sélection, elles sont programmées par cohorte de 4 à 5, selon la capacité d'accueil du bâtiment, pour un séjour d'1 mois, durant lequel chaque bénéficiaire va présenter ses travaux, participer à la vie de la bibliothèque, organiser des conférences, des diverses activités, visiter des endroits selon les centres d'intérêt, offrir des services à une école, une institution selon les compétences, et entre autres,
avancer naturellement sur son projet d'écriture. Bref, cette résidence d'écriture, comme toutes les autres d'ailleurs, alimente un réseau de contacts et d'expériences d'une cohorte à une autre. Sans y avoir été, l'OATAD Writing Residency ressemble à l'idée de départ que je me fais d'une résidence d'écriture en Afrique. N'eurent été les aléas d'ordre organisationnel ou plutôt conjoncturel tout à fait compréhensibles venant d'une initiative privée aux moyens somme toute limités, dans une moindre mesure, on peut aussi le comprendre. Pour la session 2022, nous étions 120 candidatures et seuls 18 profils ont été retenus, parmi lesquels, selon une logique somme toute cohérente, une majorité écrasante d'anglophones en provenance aussi bien du continent africain que de la diaspora, et seulement 2 ou 3 en provenance de la région francophone, dont moi, du Sénégal. D'un point de vue, j'ai envie de dire, flatteur ou égocentrique, cela peut être réjouissant en guise de consolation de savoir que parmi 120 candidatures, mon profil a été retenu. Cependant, cette réjouissance symbolique aurait été pleinement logique et aurait pris tout son sens et consistance si j'avais été au bout de ma logique en me rendant effectivement au Ghana. Or, à quelques semaines du voyage, prévu au mois de juin, j'ai renoncé à cause des contraintes d'ordre systémique que je m'en vais vous partager. La première contrainte, alors, diapo 3, ce n'est plus là, c'est comme ça. Les modernités. La première contrainte, c'est la non-prise en compte des politiques migratoires selon le profil de la bénéficiaire. Ce sont des conclusions que je tire sur la base du fait que je n'ai pas pu être. Je parle des mesures d'accompagnement concernant les formalités de visa des candidates, de télécandidats, de leur lieu de résidence habituel à la résidence d'écriture au Ghana. Cela nous ramène à la question épineuse des frontières politiques que l'on n'aborde pas assez lorsque l'on parle de la mobilité scientifique. Souvent, on fait comme s'il suffisait pour tout le monde, une fois boursier ou boursière ou invité, quelque part, de prendre sa valise et de partir, alors que sous un angle géopolitique, le monde est cloisonné par des ghettos que les murs invisibles et les frontières politiques séparent. Plusieurs ici ne le savent peut-être pas, il est plus facile pour un Européen ou une Européenne de traverser l'Afrique qu'un Africain ou qu'une Africaine d'en faire de même sur son propre continent. On pourrait en parler plus tard de long en large durant la conversation. Pour le moment, je vous parlerai de la deuxième contrainte qui concerne l'autofinancement du titre de transport aller-retour, ce qui pointe la question du trop peu de subventions disponibles dans le monde de la recherche, du moins dans le pays où je travaille. Je parle clairement ici de la précarité de la recherche, de la chercheuse africaine, du chercheur africain. Souvent, on autofinance notre propre recherche si on veut avancer à notre rythme, non pas par tâtonnement au compte-gouttes de la bureaucratie. Dans une perspective intersectionnelle, la troisième contrainte que plusieurs collègues, femmes africaines ou pas, du moins femmes universitaires, mères, épouses, pourront corroborer sans concertation préalable, presque à l'unanimité, aussi bien dans le monde académique que dans n'importe quel secteur, est la contrainte que je dénomme l'hétérocapitalisme et la gratuité du travail. Ou encore, c'est écrit quelque part, je l'ai fait ou pas? Ouais, j'ai mis derrière purée. Je ne suis pas très douée dans ces choses-là. Donc, je dénomme l'hétérocapitalisme et la gratuité du travail. Ou encore, la philanthropie invisible des femmes dans l'engagement social sans rémunération. Je m'explique. J'ouvre une parenthèse pour mieux me faire comprendre. La carrière professionnelle d'une femme est indissociable de sa vie privée. C'est un fait. C'est pourquoi une question sexiste, exclusivement adressée aux femmes à un stade de leur carrière, veut savoir comment font-elles pour concilier vie familiale et carrière professionnelle. En fait, l'on devrait plutôt leur demander comment font-elles
pour jongler entre vie professionnelle et carrière familiale. Parce que pour une femme, la gestion d'un foyer et le travail de soins que cela implique au niveau de l'écosystème familial, sans horaire et sans honoraire, est une carrière en soi chronophage. C'est pourquoi cette question réitérative que l'on nous posera toutes d'une façon ou d'une autre, à un moment traduit un aveu de contrition qui reconnaît implicitement que le système ici universitaire, microcosme paradigmatique du système qui gouverne, n'a pas été pensé pour accueillir la présence des femmes de façon affable, placide et bienveillante, hors de la division sexuelle du travail où la plupart du temps, entre charge mentale, charge émotionnelle, stress conjugal, double journée et maternité, des femmes vont réaliser des tâches domestiques sans horaire et sans honoraire, et pour comble, sans que cela n'apparaisse dans le CV comme un engagement social et philanthropique d'utilité publique. Au Sénégal, où je suis en poste, la plupart des collègues avec lesquels j'échange me disent qu'elles n'ont pas, entre guillemets, assez de temps. C'est pourquoi leur carrière n'avance pas. En réalité, ce n'est pas le temps qui leur fait défaut. C'est la répartition très inégalitaire de la division sexuelle des tâches qui pose problème. Leur temps étant gratuitement absorbé dans des activités collectives qui laissent en rade leurs priorités personnelles. Pendant que nos collègues, et c'est un fait, une réalité, envoient femmes et enfants dans leur village en deuxième résidence afin de disposer de suffisamment de temps pour avancer dans leur carrière, des collègues femmes ne pouvant se payer un tel luxe au sein d'un système patriarcal peinent, elles, à faire décoller leur carrière dans des conditions inénarrables. Ici, la domination omnisciente s'exprime de façon décomplexée lorsque les inégalités structurelles s'imposent comme l'ordre naturel des choses. Et je continue de m'expliquer avant de fermer la parenthèse, parce que cette troisième contrainte est un point névralgique. Un récent séjour en zone rurale dans le nord du Gabon m'a permis de comprendre, preuve à l'appui, en de termes simples, que la gratuité du travail est une construction socio-économique en faveur de l'hétérocapitalisme, lequel, par saucissonnage, choisit à sa guise, sur toute la chaîne de production, ce qui est gratuit est condamné à l'invisibilité pour être systématiquement dévalorisé, afin d'en légitimer ou d'en justifier toute exploitation, de ce qui, toujours à l'appréciation du même système, va être valorisé et méritera alors d'être rémunéré. Alors même que toute dividende découlant de cette subdivision arbitraire ou de cette segmentation inégalitaire, largement opérationnelle au sein du tissu social, va être bénéfique au même système usufructuaire, au vu des retombées multiscalaires d'un point de vue socio-économique. Je la nomme hétérocapitalisme parce que la ressource humaine, en tant que manne non fongible, travaillant gratuitement, renforce le pouvoir économique patriarcal, alors qu'elle émane cette même source humaine, majoritairement des collectifs socialement multiminorisés, en l'occurrence les femmes et les enfants, sans pouvoir de décision ni capacité d'agir et en cela souvent renvoyés par mécanisme d'exclusion à la périphérie de ce même système qu'ils servent pourtant gratuitement. La ressource humaine qui génère de la richesse est de ce fait précarisée pour la rendre plus vulnérable. Ainsi, elle n'aurait pas assez de force d'exigence, encore moins d'arguments de résistance. Des questions simples peuvent alors se poser. Qui travaille? Dans quelles conditions? Où sont les hommes? Que font les femmes? Comment sont réparties les tâches? À qui profite le système? Qui construit et maintient l'invisibilité de la gratuité du travail non rémunéré? Sinon, comment comprendre que les tâches domestiques, dont la cuisine, largement dominée par les femmes dans l'espace privé, une fois professionnalisée, c'est-à-dire rémunérée, ne va produire que des chefs hommes qui vont en faire un secteur misogyne avec monopole absolu et évinçant de la reine les femmes qui, elles, continuent de cuisiner dans les foyers familiaux gratuitement. En guise de conclusion, je ferme la parenthèse pour revenir à mon sujet en disant ceci. Étant donné que le patriarcat ne prendra pas fin demain, il nous convient de trouver des stratégies de contournement. À cet effet, les femmes universitaires de l'espace francophone, où qu'elles soient,
ont besoin d'un espace à soi, propice à un moment de répit, de repos, d'hibernation, d'émulation, de soins, au cours duquel ensemble, nous allons apprendre de chacune en écrivant qui un article, qui un ouvrage au point mort, qui une recherche suspendue par les aléas de genre, qui une conversation pour grandir ensemble, et j'en passe. Pour une meilleure circulation des savoirs, quelle stratégie allons-nous mettre en place pour impulser, encadrer, stimuler la mobilité pratique des chercheuses et plus simplement la recherche au sein ou par l'entremise de l'OFDIG, eu égard aux politiques migratoires grippées entre régions du monde, séparées par l'invention du passeport. Nous qui vivons la transnationalité en savons quelque chose. J'ai le luxe d'avoir 2 passeports, un passeport gabonais et un passeport espagnol. Les 2 ont la même taille, certainement aussi le même poids. Mais sur le marché boursier de la mobilité mondiale, nous savons toutes et tous qu'ils n'ont pas la même valeur. La preuve, par ironie du sort, je me trouve au Canada dans le cadre d'une mobilité scientifique francophone et c'est paradoxalement avec mon passeport espagnol que je peux voyager, allez-y comprendre. Des résidences d'écriture sous-régionales seraient un franc succès. Beaucoup de mes collègues me l'ont confirmé au cours de nos conversations. Selon le format que je propose, la sous-régionalité des résidences n'empêche pas l'envergure internationale de celle-ci. Elle va au contraire permettre de proposer plusieurs types de mobilité scientifique au sein de la francophonie. La sous-régionalité permet surtout de contourner les frontières imposées par des politiques migratoires iniques entre États ou entre pôles géopolitiques. La sous-régionalité des résidences rappelle aussi que nous avons en Afrique des espaces idoines pour la mise en place de ce genre d'activité. Nous avons aussi un savoir-faire à partager en la matière, car personne n'a envie de voir sa dignité humaine mise à rude épreuve, moyennant une vignette à poser sur son passeport pour pouvoir franchir une simple frontière, soit dit au passage, une fiction politique, pour séparer des communautés de personnes entre lesquelles on veut imposer des différences. Rattaché à l'OFDIG et à tous ses partenaires et divers bailleurs de fonds, je propose un programme de résidence d'écriture sous-régionale non mixte, en abrégé réseau, pour lequel il va falloir fixer les critères d'éligibilité afin de booster les carrières des femmes universitaires et chercheuses et partant les carrières de toute personne à l'intersection de diverses formes de discrimination au sein de la francophonie. La faisabilité des résidences serait à discuter, le cas échéant, entre l'OFDIG et ses partenaires en termes de modalités. L'on pourra aussi réfléchir sur les zones tests dans le cadre des premières éditions, entre autres. L'abréviation des sigles en réseau RSO est voulue pour que résonne justement l'idée de réseautage et de dialogue continu entre personnes partageant un même espace. En un mot, au sein d'un environnement professionnel très masculinisé, on a besoin d'un safe space, un anglicisme, non mixte, pour interagir en toute sécurité. Je finis par des nota bene qui m'ont inspiré les premières réflexions d'hier. Le premier nota bene dit « J'inviterai la communauté scientifique à un exercice de déconstruction collective qui consisterait à ôter les œillères de nos préjugés inconscients, socialement construits, en l'occurrence les clichés, stéréotypes, billets, raccourcis, catégories et hiérarchies, au sujet d'un mythe que je dénomme le syndrome de l'expertise intellectualiste ou encore l'arrogance académiste émanant des milieux universitaires. Et par ricochet, ces prétentions sacro-saintes à partir desquelles un leitmotiv clivant systématiquement fait du discours universitaire à la fois une garantie de culture, un argument d'autorité, un mécanisme de validation, un filtre d'exclusion en faveur d'un paravent de préséance dans le droit à la prise de parole sur des questions qui concernent tout le monde, ou précisément chacun aurait son mot à dire. La coécriture des savoirs à visée inclusive doit tenir compte des modalités scripturales en ce qui concerne les termes de référence de la rédaction reconnue. Qui fixe les termes? D'où parle-t-on? Quels sont les lieux du discours? Qui sélectionne ce qui doit être dit, quand on va le dire et comment on va le dire? Pour rappel, toutes les communautés humaines n'ont pas pour mécanisme d'écriture l'alphabet, ni pour outil d'apprentissage le livre en papier. Et cela ne fait pas de leur contribution des apports moins pertinents pour autant.
L'autre gros mythe tenace est celui selon lequel les mouvements de libération des femmes en Afrique seraient une importation exogène à la manœuvre omnisciente de profils de femmes notamment surdiplômées, universitaires ou de personnes occidentalisées, expressément recrutées par l'Occident pour déstabiliser le continent africain. Une telle perspective condescendante vise essentiellement à discréditer, voire à invalider la légitimité des luttes féministes menées par les Africaines depuis la nuit des temps. Le déploiement des mouvements féministes africains concernant la prise de conscience des droits des femmes n'est pas une conséquence, entre guillemets, bienfaitrice de l'héritage colonial. Autrement dit, les femmes africaines n'ont pas attendu d'être au contact de l'Europe et des Européennes pour prendre conscience de leur humanité et par conséquent pour s'outiller en vue de défendre bec et ongles des droits liés à leurs conditions, bien au contraire. Le troisième cliché, il y en a 5, tenace à déconstruire car durablement inscrit dans l'imaginaire collectif, est celui de la femme africaine monolithique. À travers cette idée totalement erronée, il conviendrait aussi de briser le mythe de la femme rurale à qui on accole une étiquette d'inculture et d'analphabétisme par rapport à la femme citadine, prétendument plus moderne, plus épanouie, car émancipée à tout point de vue. Avant-dernier point, je voudrais rappeler que les questions politiques à impact collectif liées aux métaphores de l'imaginaire qui traversent le tissu social et que l'on théorise dans les espaces universitaires ne sont pas que des objets d'étude. C'est de l'humanité des gens dont il est question avant tout. Je pense que l'on devrait davantage humaniser la recherche dite scientifique. Dernier point fait écho en fait aux réflexions que nous avons nourries depuis hier. J'observe de ce fait une fracture systémique entre le discours dominant et les couches multiminorisées, ici dans une perspective intersectionnelle. Dans le cadre qui nous occupe, je l'appelle, j'aime bien nommer les choses, la charge andragogique des femmes. Il s'agit d'un gap théorique lié à l'inertie du statu quo patriarcal en termes de réception épistémique dans l'exercice de conscientisation collective. Et c'est de ce point de vue, de mon point de vue, un facteur aggravant dans la féminisation des vulnérabilités de genre. C'est de ce dont je parlais hier, en fait, quand je parlais et je faisais allusion à l'éléphant dans la pièce. Je pense que c'est une énième charge invisible et supplémentaire des femmes dans les rapports de pouvoir. Ce travail de défrichement analytique, dispendieux et chronophage, puisqu'il est question notamment à leur charge d'identifier les mécanismes de discrimination, de mobiliser les outils théoriques, notamment l'appareil conceptuel et la sémantique opérante, de proposer les moyens de déconstruction collective et enfin de se soumettre à l'exercice d'autodéconstruction et pour comble, sans l'implication de l'autre partie consubstantielle au cœur même de la problématique. Cela veut dire qu'il revient au collectif en situation de minorisation ou d'invisibilité structurelle d'assumer la charge et le coût d'une facture collective dans la mise en lumière des écueils et des aléas inhérents aux dynamiques de pouvoir. Puis, ces mêmes collectifs devront se soumettre à la lourde tâche de déconstruction des clichés sociétaux. Finalement, cela ressemble à un soliloque ou à un monologue manifestement hors d'atteinte, car pendant ce temps, l'inertie motrice du statu quo patriarcal demeure au beau fixe sans être ni inquiétée, encore moins impactée. En deux termes simples, je termine. À quel moment une société composée d'hommes et de femmes va-t-elle permettre que ces deux acteurs sociaux se retrouvent pour une co-déconstruction conjointe des rapports inégalitaires de genre, une co-dépatriarcalisation mutuelle des imaginaires et en fait, de façon générale, une co-décolonisation inclusive des rapports sociaux à l'œuvre de façon insidieuse. En un mot, à quel moment les débats que nous tenons ici et maintenant, face à un auditoire majoritairement féminin, vont-ils permettre que l'agenda au cœur de... Pardon. En un mot, à quel moment les débats que nous tenons ici et maintenant, face à un auditoire majoritairement féminin, vont-ils faire partie d'un agenda au cœur de l'agenda du centre et non pas une énième rencontre sporadique des marges? Parce qu'en fin de compte, nous parlons quand même d'un point de vue démographique de sujets qui concernent plus de la moitié de l'humanité. Je vous remercie.